Le jour du Nouvel An, toute la famille s'est réunie, toute la famille, sauf moi. On m'a traité comme si je n'existais pas. Le lendemain, mon fils a appelé en disant « On pensait t'avoir prévenu ». J'ai simplement répondu « C'est pas grave » et j'ai raccroché. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un cadeau mystérieux à chacun de mes 5 enfants avec un mot. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ils sont venus chez moi, mais je n'étais plus là. Alors, j'ai fait la seule chose que je devais faire. Bonjour, je m'appelle André Bouchard, j'ai 71 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur. 1er janvier 2026. Lyon. Mon appartement sentait la lavande et le silence. J'étais assise dans mon fauteuil en velours bordeaux, celui qu'Henri m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. La télévision diffusait le compte à rebours depuis la Tour Eiffel. Des milliers de personnes criaient de joie. Moi, j'étais seule. Une coupe de champagne intacte posée sur la table basse. Je n'avais pas le cœur à célébrer. Par la fenêtre, je voyais les immeubles d'en face illuminés. Des familles trinquaient sur leurs balcons. Des enfants agitaient des bâtons lumineux. Des couples s'embrassaient. Et moi, André Bouchard, veuve depuis 3 ans, mère de 5 enfants, ancienne professeure de littérature pendant 32 ans, j'étais invisible. J'ai pris mon téléphone. Aucun message. Aucun appel. J'ai ouvert WhatsApp. Mon cœur s'est serré. Claudine, ma 2e fille, avait posté une photo dans son statut. Toute la famille réunie autour d'une grande table à Bordeaux. Je reconnaissais la salle à manger de son appartement. Il y avait des bougies partout, du foie gras, des huîtres. Mon petit-fils Lucas soufflait dans une trompette de fête. Mon gendre Thomas servait du champagne en riant. Et eux, mes 5 enfants, Gérard, Claudine, Philippe, Martine, Didier, tous là, tous souriants. J'ai agrandi la photo avec mes doigts tremblants. J'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ils étaient tous là, sans moi. Mon souffle s'est coupé. Je suis restée figée, le téléphone dans la main, regardant cette image qui me confirmait ce que je refusais d'admettre depuis des mois. J'étais devenue un fantôme dans ma propre famille. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé la photo encadrée sur le buffet. Henri. Mon Henri. Décédé le 14 mars 2023, emporté par un cancer du pancréas en 6 mois. Sur cette photo, il tenait nos petits-enfants dans ses bras. Il souriait. Ce sourire qui me manquait chaque jour. « Henri », j'ai murmuré dans le vide, « tu avais raison. Tu disais toujours que j'étais trop forte, que je n'avais jamais besoin de personne. Peut-être que c'est pour ça qu'ils m'ont oubliée. Parce que je ne me plains jamais. Parce que je donne toujours sans rien demander. » Les larmes ont commencé à couler. Pas des sanglots, juste un écoulement silencieux, comme une rivière qui déborde après des années de retenue. J'ai éteint la télévision. Le silence est devenu assourdissant. J'ai bu une gorgée de champagne. Il était tiède, amer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé aux 3 dernières années. Depuis la mort d'Henri, combien de fois avais-je été seule pour Noël? 2 fois. Combien d'anniversaires avais-je passé sans un seul appel? 3. Combien de fois avais-je été hospitalisée sans qu'un seul de mes enfants ne vienne me voir? 1 fois pour une pneumonie. 1 autre pour une chute dans les escaliers. Et pourtant, chaque mois, sans faute, je transférais l'argent. 2 400 € pour Gérard, qui en avait besoin pour son loyer à Paris. 2 200 € pour Claudine, pour l'école privée des enfants à Marseille. 2 000 € pour Philippe, qui remboursait ses dettes à Lyon. 2 500 € pour Martine, dont le mari était au chômage à Toulouse. 2 900 € pour Didier, le petit dernier, qui démarrait sa vie à Nice à 35 ans. Total, 12 000 € chaque mois, depuis 15 ans. Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai sorti un carnet noir. Dedans, j'avais tout noté. Chaque virement, chaque date, chaque montant. Parce que Henri m'avait appris à être méticuleuse. Un jour, André, tu auras besoin de savoir où est passé chaque centime. J'ai feuilleté les pages.
Les chiffres dansaient sous mes yeux fatigués. 487 000 € pour Gérard, 412 000 € pour Claudine, 376 000 € pour Philippe, 521 000 € pour Martine, 604 000 € pour Didier. Total général, plus de 2 millions d'euros en 15 ans. Et ce soir, le 1er janvier 2026, aucun d'eux n'avait pensé à m'appeler. Je me suis assise à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai ouvert ma banque en ligne. Mes mains ne tremblaient plus. Une étrange clarté m'envahissait. Henri me manquait terriblement à cet instant. Mais d'une certaine manière, je sentais qu'il aurait été fier de ce que j'allais faire. J'ai sélectionné tous les virements automatiques programmés. Clic, 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 5 virements mensuels. Et j'ai appuyé sur « Annuler ». Un message est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ces transactions récurrentes? J'ai regardé l'écran. Puis la photo d'Henri. Puis mes mains ridées, ces mains qui avaient tant donné. Oui, j'ai murmuré. Je suis sûr. Clic. Opération effectuée avec succès. Je me suis adossée à ma chaise. Mon cœur battait fort, mais pas de peur. De liberté. Pour la première fois depuis des années, j'avais fait quelque chose pour moi. Le lendemain, 2 janvier, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Comme si un poids énorme s'était enlevé de ma poitrine. J'ai préparé mon café, du vrai café moulu comme Henri l'aimait, et je me suis installée près de la fenêtre. Lyon était grise ce matin-là. Une pluie fine tambourinait contre les vitres. Les rues étaient presque vides, cette torpeur typique du lendemain du Nouvel An. Mon téléphone a vibré vers 11 heures. C'était Philippe, mon fils de 40 ans, celui du milieu. Mon cœur a fait un bond malgré moi. Peut-être qu'il appelait pour s'excuser. Peut-être qu'il avait réalisé. « Allô, maman, bonne année !» Sa voix était enjouée, presque trop. Je l'entendais mâcher quelque chose. « Bonne année, Philippe. Écoute, on voulait t'appeler hier soir, mais c'était la folie chez Claudine. Tu sais comment c'est. Les enfants courèrent partout. Thomas avait préparé ce festin de malade. » Il a ri. « Franchement, on pensait t'avoir prévenu pour le dîner. Ça s'est décidé tellement vite, tu vois. » J'ai fermé les yeux. Ma main serrait le téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. « On pensait t'avoir prévenu. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une gifle. Pas d'excuses, pas de « on est désolé ». Juste une supposition floue, une responsabilité diluée dans le « on ». « Maman, tu es là ?»« Oui, Philippe, je suis là. »« Bon, tant mieux. En tout cas, bonne année, hein? On se voit bientôt. Bisous ?» Il n'a même pas attendu ma réponse. Clic. Silence. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai respiré lentement, profondément. Une partie de moi voulait pleurer. L'autre partie, celle qui avait cliqué sur « Annuler » la veille, restait calme, froide, déterminée. « Tu dobem, Philippe ?» j'ai murmuré dans le vide. « Tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Le lendemain, 3 janvier, je me suis habillée avec soin. Tailleur gris anthracite, celui que je portais pour mes réunions importantes à l'université. Mes cheveux blancs attachés en chignon serré. Rouge à lèvres discret. Henri disait toujours que j'étais la plus élégante des femmes, même à 71 ans. J'ai pris le tramway jusqu'au centre-ville. Destination. Le cabinet de Maître Blanchard, notre avocat de famille depuis plus de 20 ans. Son bureau se trouvait rue de la République, dans un immeuble haussmannien avec des moulures dorées et un ascenseur ancien. Quand je suis entrée, Maître Blanchard était au téléphone. Il a levé les yeux, surpris de me voir, et a rapidement conclu son appel. « Madame Bouchard, quelle surprise! Asseyez-vous, je vous en prie. » C'était un homme d'une 60aine d'années, toujours impeccablement vêtu, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air de professeur. Il connaissait toute l'histoire de notre famille. C'était lui qui avait réglé la succession d'Henri. « Maître, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'urgent. » Il a croisé ses mains sur le bureau, attentif. « Je vous écoute. Je veux suspendre tous les virements mensuels que je fais à mes enfants, immédiatement. » Il a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois, puis il a toussé, gêné. « Pardon, vous voulez... »
Suspendre les virements? Tous? Tous. Mais Madame Bouchard, il s'agit de 12 000 € par mois. Vos enfants comptent sur cet argent. Gérard ne pourra plus payer son loyer. Claudine doit... J'ai levé la main pour l'interrompre. Je sais exactement à quoi sert chaque centime, maître. Et c'est précisément pour cela que je veux que ça s'arrête. Aujourd'hui. Le silence s'est installé dans le bureau. On entendait juste le tic-tac de l'horloge ancienne au mur. Madame Bouchard, il a repris doucement. Puis-je vous demander pourquoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que mes enfants m'ont oublié, et je refuse de payer pour être invisible. Il a baissé les yeux, mal à l'aise. Puis, il a hoché la tête. Très bien, je vais préparer les documents nécessaires. Mais, êtes-vous sûr? C'est une décision lourde de conséquences. J'en suis absolument certaine. J'ai sorti de mon sac une enveloppe épaisse en papier craft. Dedans, 5 enveloppes plus petites, chacune fermée avec un seau de cire rouge. Oui, de la vraie cire. Henri collectionnait les seaux anciens. J'en avais utilisé un avec nos initiales entrelacées, H&A. Je veux que vous envoyiez ces lettres à mes enfants, par courrier recommandé. Elles doivent arriver demain, le 4 janvier. Maître Blanchard a pris les enveloppes avec précaution, comme si elles contenaient quelque chose de sacré. Qu'y a-t-il dedans? Vous le saurez bien assez tôt. Je me suis levée. Il m'a raccompagnée jusqu'à la porte. Madame Bouchard, prenez soin de vous. C'est exactement ce que je compte faire, maître. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une étrange sensation, un mélange de peur et d'exaltation. J'avais déclenché quelque chose d'irréversible. Mais pour la première fois depuis la mort d'Henri, je me sentais vivante. Le soir même, j'ai commencé à trier mes affaires. J'ai vidé les placards, rangé les livres, plié les draps. J'ai emballé la vaisselle qu'Henri et moi avions choisie ensemble lors de notre voyage en Provence. Chaque objet racontait une histoire. Chaque bibelot portait un souvenir. Mais je ne pleurais plus. J'avançais. Parce que j'avais un plan. Un plan qu'Henri lui-même aurait approuvé. Le 4 janvier au matin, mes 5 enfants ont reçu leur enveloppe. Je le savais parce que j'avais demandé à Maître Blanchard de me confirmer la livraison. Tous reçus, m'a-t-il écrit par SMS à 10h47. J'imaginais leur visage, la confusion, l'inquiétude peut-être. Gérard, toujours si sérieux, ouvrant lentement le cachet de cire, Claudine, si impulsive, déchirant l'enveloppe avec impatience. Philippe, méfiant. Martine, anxieuse. Didier, agacé. À l'intérieur, chacun trouvait la même chose. Une vieille clé en laiton, celle de la maison de famille en Bretagne, et un mot manuscrit de ma plus belle écriture. Mes chers enfants, tout ce que vous devez savoir se trouve là où tout a commencé. Vous avez jusqu'au 10 janvier. Ne soyez pas en retard. Cette fois, c'est important. Avec tout mon amour, maman. Courte, énigmatique, suffisamment troublante pour les forcer à réagir. Mon téléphone a commencé à sonner vers midi. D'abord Claudine, puis Gérard, puis Philippe, Martine, Didier. Je n'ai répondu à aucun appel. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai rangé dans un tiroir et j'ai souri. Pour la première fois depuis 3 ans, c'était moi qui décidais, pas eux. Les appels ont continué toute la journée du 5 janvier. Mon téléphone éteint vibrait quand même dans le tiroir, comme un cœur qui refuse de s'arrêter. Je l'ai sorti une fois, juste pour voir. 47 appels manqués, 23 messages vocaux, des dizaines de SMS. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Rappelle-moi urgent. »« C'est quoi cette clé ?»« Maman, tu me fais peur. »« Ok, c'est pas drôle. Décroche. » J'ai tout lu sans répondre. Puis, j'ai remis le téléphone dans le tiroir. Ce matin-là, je suis allé à la banque. La BNP Paribas de la Part-Dieu. Mon conseiller, Monsieur Roux, un jeune homme d'une 30aine d'années toujours très poli, m'a reçu dans son bureau vitré. « Madame Bouchard, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?»« Je veux vendre mon appartement. » Il a failli recracher son café. « Pardon ?»« Mon appartement, 142 mètres carrés, 4e étage, ascenseur, vue sur le Rhône. Je veux le vendre, rapidement. »« Mais, madame, c'est une décision importante. Vous vivez là depuis 38 ans. Je sais. Avez-vous réfléchi à... J'ai 71 ans, monsieur Roux. Je n'ai plus le temps de réfléchir.
J'ai le temps d'agir. Il a hoché la tête, impressionné malgré lui. Très bien. Je vais vous mettre en contact avec notre partenaire immobilier. Avec ce type de bien, dans ce quartier, vous pouvez espérer environ 680 000 €. J'ai souri. Parfait. Avant de partir, je lui ai demandé une dernière chose. Monsieur Roux, combien me reste-t-il sur mon compte courant après l'annulation des virements mensuels? Il a tapé sur son clavier. Avec votre pension de retraite et vos économies, environ 87 000 €. Et si j'ajoute les 680 000 de la vente, vous auriez environ 767 000 € de capital disponible. Je me suis levé. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. En sortant de la banque, j'ai ressenti une légèreté incroyable. J'étais en train de démanteler ma propre vie. Mais au lieu de la peur, je ressentais de l'excitation. Pardon de vous interrompre un instant, mais si vous appréciez cette histoire, je vous demande gentiment de vous abonner et de laisser un like. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci, et on continue. Le 6 janvier, mes enfants sont arrivés ensemble à Lyon. Je le savais parce que Maître Blanchard m'avait prévenu. Vos enfants ont demandé votre adresse au cabinet. Ils vont certainement venir chez vous. Laissez-les venir, j'avais répondu. À 14h30, j'entendais des voix dans le couloir. Des coups à la porte, forts, insistants. « Maman, ouvre !»« Maman, on sait que tu es là !»« Arrête ce cirque, s'il te plaît. » Je n'ai pas ouvert. J'étais assise dans mon fauteuil, un livre ouvert sur les genoux, écoutant leur voix anxieuse à travers la porte blindée. Puis j'ai entendu Gérard. J'ai la clé de secours. « Tu es sûre ?» C'était Claudine. Maman me l'a donnée il y a 2 ans, après sa chute, pour les urgences. Eh bien là, c'est une urgence. Ouvre. Le bruit de la clé dans la serrure, la porte qui s'ouvre lentement, leurs pas dans l'entrée. Maman? Silence. Ils sont entrés dans le salon. Et ils se sont figés. L'appartement était vide. Enfin, presque. Il ne restait que les meubles trop lourds pour être déménagés. Le canapé, la bibliothèque, la table de la salle à manger, mais tout le reste avait disparu. Les cadres aux murs, les bibelots, les tapis, les rideaux, les plantes, même les livres avaient été emballés. Au centre du salon, sur la table dépouillée, il y avait 5 piles de documents. Chacune portait un nom écrit en lettres dorées sur une chemise cartonnée. Gérard, Claudine, Philippe, Martine, Didier. Claudine s'est approchée la première. Elle a ouvert sa chemise. À l'intérieur, des dizaines de pages, des relevés bancaires, des reçus, des factures. Tout était là. Chaque virement effectué depuis 15 ans. Chaque euro dépensé pour elle. « Mon Dieu !» elle a murmuré. Gérard a ouvert le sien. Ses mains tremblaient. 487 000 €. Elle a tout noté. Philippe a parcouru les pages, incrédule. Chaque mois, pendant 15 ans. Martine pleurait déjà. Qu'est-ce qu'on a fait? Didier, le plus jeune, s'est effondré sur une chaise. 604 000 €. Pour moi. 604 000. Au centre de la table, entre les 5 chemises, il y avait une lettre. Une seule. Écrite à la main, avec l'encre bleue qu'Henri utilisait pour ses lettres importantes. Gérard l'a prise. Il a commencé à lire à voix haute, sa voix se brisant par moments. « Mes chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez enfin remarqué mon absence. Je ne vous en veux pas, pas vraiment. Vous avez vos vies, vos familles, vos soucis. Je comprends. Mais comprenez aussi ceci. Votre père est mort dans mes bras le 14 mars 2023. Aucun de vous n'était là. Vous étiez occupés. J'ai passé 3 anniversaires seuls depuis, 2 Noëls, et maintenant, un nouvel an. Pendant ces 3 années, je vous ai transféré plus de 2 millions d'euros, l'héritage de votre père, mes économies, ma pension, tout. Vous ne m'avez jamais demandé si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Vous attendiez juste le virement. J'ai donc pris une décision. Les virements sont annulés, définitivement. J'ai vendu cet appartement, j'ai pris ce qui me restait, et je suis parti. La clé que je vous ai envoyée ouvre la maison de Bretagne, celle où votre père m'a demandé en mariage.
celle où nous avons passé tous nos étés en famille. Si vous voulez me voir, retrouvez-moi là-bas, le 10 janvier, 15 heures. Ne soyez pas en retard. Cette fois, c'est vraiment important. Avec tout mon amour, maman. Le silence était assourdissant. Claudine sanglotait. Martine serrait la lettre contre elle. Gérard fixait le vide. Philippe avait les poings serrés. Didier pleurait sans bruit. Ils ont quitté l'appartement comme des fantômes. Sans un mot. Et moi, assise dans le train pour Quimper, je regardais défiler les paysages par la fenêtre. Mon cœur battait vite, mais j'étais en paix. Le trajet jusqu'en Bretagne dure environ 6 heures en TGV depuis Lyon. J'avais pris un billet de première classe, quelque chose que je ne m'étais jamais permis avant. Henri disait toujours « André, tu mérites le meilleur. » Mais je choisissais toujours la seconde classe, pour économiser, pour mes enfants. Cette fois, non. J'étais installée près de la fenêtre, un thé chaud à la main, regardant la France défiler. Les champs de Bourgogne, les forêts de l'Allier, les plaines du centre, puis enfin les paysages changeants de la Bretagne. Le vert profond, les murets de pierre, les petites maisons aux toits d'ardoise. À chaque kilomètre, je m'éloignais de ma vie d'avant. La maison de famille se trouvait près de Loquirec, un petit village côtier sur la côte de Granit Rose. Henri l'avait hérité de ses parents dans les années 1980. C'était une vieille bâtisse en pierre, avec des volets bleus et un jardin sauvage qui descendait jusqu'à la falaise. De là, on voyait l'océan Atlantique dans toute sa fureur et sa beauté. Nous y passions tous nos étés quand les enfants étaient petits. Gérard apprenait à nager dans les criques. Claudine ramassait des coquillages. Philippe construisait des châteaux de sable. Martine courait après les mouettes. Didier, le petit dernier, dormait dans les bras d'Henri pendant que je lisais sur la terrasse. C'était notre paradis. Mais après la mort d'Henri, je n'y étais plus retournée. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Jusqu'à maintenant. Quand le taxi m'a déposé devant la maison le 6 janvier en fin d'après-midi, j'ai eu le souffle coupé. Elle était exactement comme dans mes souvenirs. Sauf qu'elle était transformée. Le jardin avait été entretenu, les mauvaises herbes arrachées, les rosiers taillés. Le portail en fer forgé repeint. Les volets, autrefois écaillés, brillaient d'un bleu neuf. Le toit avait été refait. Les fenêtres changées. J'ai ouvert la porte avec ma clé. L'intérieur sentait la peinture fraîche et le bois ciré. Le salon avait été rénové. Les vieux meubles restaurés. La cheminée nettoyée, prête à accueillir un feu. La cuisine modernisée, avec de nouveaux appareils, mais en gardant le charme rustique. Dans la chambre principale, celle qu'Henri et moi partagions, le lit était fait avec des draps blancs neufs. Sur la table de nuit, quelqu'un avait posé un bouquet de bruyères. J'ai compris immédiatement. Maître Blanchard. Je lui avais demandé de superviser les travaux il y a 6 mois. Discrètement, sans en parler à personne. J'avais utilisé une partie de mes économies pour remettre cette maison en état. Parce que je savais qu'un jour, j'en aurais besoin. Ce jour était arrivé. J'ai posé ma valise. J'ai ouvert les volets de la chambre. L'océan s'étendait devant moi, gris et agité sous le ciel de janvier. Les vagues se fracassaient contre les rochers. Le vent soufflait fort, chargé d'embrun et de sel. Je me suis assise sur le lit. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. J'étais chez moi. Les jours suivants ont passé dans une étrange tranquillité. Je me levais tôt, préparais du café, marchais sur la plage déserte. Le froid de janvier était mordant, mais vivifiant. Je portais le vieux manteau d'Henri, celui qu'il mettait pour ses promenades matinales. Il sentait encore son eau de Cologne, même après 3 ans. Je lisais, je cuisinais pour moi, je regardais les mouettes, je pensais. Et je préparais ce que j'allais dire à mes enfants. Le 9 janvier au soir, j'ai allumé un feu dans la cheminée. J'ai sorti une bouteille de vin rouge, un Côtes-du-Rhône que Henri adorait. J'ai rempli un verre. J'ai levé la main vers le ciel, comme pour trinquer avec lui. « Henri, » j'ai murmuré. « Demain, ils viennent. J'espère que je fais ce qu'il faut. J'espère que tu serais fier de moi. » Le feu crépitait. Les flammes dansaient dans la cheminée. Dehors, l'océan grondait.
J'ai bu une gorgée de vin. Il était bon, profond, réconfortant. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des années. Le 10 janvier est arrivé. Le jour de vérité, je me suis levé à 7 heures. J'ai pris une douche chaude. J'ai mis ma plus belle robe, celle en laine bleu marine que Henri m'avait offerte pour nos 40 ans de mariage. J'ai attaché mes cheveux, mis du rouge à lèvres. Je voulais qu'il me voie forte, digne, vivante. À 14h30, j'ai entendu des voitures se garer devant la maison, des portières qui claquent, des voix. Mon cœur battait vite, mais j'étais calme. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne frappent. Ils étaient tous les 5. Gérard, en costume sombre, le visage fermé. Claudine, les yeux rouges. Visiblement, elle avait pleuré pendant tout le trajet. Philippe, les mains dans les poches, mal à l'aise. Martine, tremblante, serrant son manteau contre elle. Didier, le plus jeune, qui évitait mon regard. « Bonjour mes enfants », j'ai dit simplement. Personne n'a répondu. « Entrez ». Ils sont entrés lentement, comme des étrangers dans une maison qu'ils connaissaient pourtant par cœur. Ils regardaient autour d'eux, stupéfaits par la transformation. « Maman !» Claudine a commencé, mais sa voix s'est brisée. « Asseyez-vous !» J'ai pointé le salon. 6 chaises étaient disposées en cercle autour de la cheminée où brûlait un feu. 6 tasses de thé attendaient sur la table basse, comme si je les avais attendues. Ils se sont assis en silence. Je suis resté debout un moment, les regardant un par un. Mes enfants. Mes 5 enfants que j'avais portés, élevés, aimés de toute mon âme, et qui m'avaient oublié. Je sais que vous avez beaucoup de questions. J'ai commencé d'une voix posée. Mais avant, laissez-moi vous raconter quelque chose. Je me suis assise à mon tour. J'ai pris ma tasse de thé entre mes mains. La chaleur me réconfortait. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, fine et régulière. On entendait l'océan au loin, ce bruit sourd et constant qui avait bercé tant de nos étés. Il y a 3 ans, j'ai commencé lentement. Votre père est mort, le 14 mars 2023, un mardi. Il était 3h42 du matin. Claudine a baissé les yeux. Gérard serrait sa tasse si fort que ses jointures blanchissaient. Il est mort dans mes bras, dans notre lit, à Lyon. Le cancer avait gagné. On le savait depuis 6 mois. On en avait parlé, lui et moi, des funérailles, de l'héritage, de l'avenir. J'ai marqué une pause. Mais surtout, on a parlé de vous. Philippe a relevé la tête brusquement. Henri vous aimait plus que tout. Vous étiez sa fierté, ses 5 enfants, sa lignée, son héritage vivant. Mais dans ces derniers jours, il était inquiet. Inquiet de quoi ? A demandé Martine d'une petite voix. De moi, de ce que j'allais devenir sans lui. Le silence s'est installé, seulement le crépitement du feu. Il me disait, « André, tu es trop généreuse, tu donnes tout, tu ne sais pas dire non. Promets-moi que si nos enfants te prennent pour acquise, si ils t'oublient, tu ne resteras pas là à souffrir en silence. Promets-moi que tu vivras pour toi. » Ma voix tremblait légèrement. Je lui ai promis. Didier a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Après sa mort, j'ai essayé de tenir cette promesse, mais c'était difficile. Vous aviez tous besoin d'aide. Gérard, ton divorce te coûtait une fortune. Claudine, l'école privée des enfants. Philippe, tes dettes. Martine, le chômage de ton mari. Didier, ton installation à Nice. J'ai posé ma tasse. Alors j'ai donné, chaque mois, 12 000 € pendant 3 ans. Parce que c'est ce que font les mères? Non, on donne. On se sacrifie. On met nos enfants avant tout. Claudine pleurait ouvertement maintenant. Mais quelque chose s'est passé, lentement, sans que je m'en rende compte au début. Vous avez arrêté d'appeler. Vous avez arrêté de demander comment j'allais. Les visites se sont espacées, puis ont disparu. Maman, on était occupés, tu sais comment c'est? A commencé Philippe. J'ai levé la main. Occupé, oui. Trop occupé pour un appel de 5 minutes. Trop occupé pour venir me voir quand j'ai fait une pneumonie en octobre 2024. Trop occupé quand je suis tombé dans les escaliers en mars 2025. Trop occupé pour Noël.
pour mon anniversaire. Ma voix est devenue plus dure, mais jamais trop occupée pour vérifier que le virement était bien tombé. Gérard a fermé les yeux, comme si mes mots étaient en découp. Et puis il y a eu ce nouvel an, le 1er janvier 2026. Vous vous souvenez? Silence de mort. Vous étiez tous réunis chez Claudine, à Bordeaux, toute la famille, sauf moi. Personne n'a appelé, personne n'a pensé à m'inviter. Ou plutôt, comme Philippe me l'a dit, on pensait t'avoir prévenu. Philippe a baissé la tête, honteux. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. J'étais devenu invisible, un fantôme dans ma propre famille, une machine à donner de l'argent. J'ai pris une grande inspiration. Alors j'ai décidé de tenir ma promesse à Henri. J'ai annulé les virements. J'ai vendu l'appartement de Lyon pour 680 000 €. J'ai rénové cette maison avec une partie de mes économies et je suis venue ici. Martine sanglotait maintenant. « Maman, on est désolé, tellement désolé. Je sais que vous êtes désolé. Maintenant. Parce que l'argent s'est arrêté, parce que vous avez eu peur. Mais est-ce que vous auriez été désolé si les virements avaient continué ?» Personne n'a répondu. C'est ce que je pensais. J'ai regardé chacun d'eux, longuement. Je ne vous en veux pas, vraiment. Vous êtes des adultes avec vos propres vies, vos propres problèmes. Je comprends. Mais vous devez comprendre aussi. Je suis encore vivante. J'ai 71 ans. Peut-être qu'il me reste 10 ans. Peut-être 20. Peut-être 5. Je ne sais pas. Ma voix s'est radoucie. Mais ce que je sais, c'est que je refuse de passer ces années à attendre que vous vous souveniez de moi uniquement le jour du virement. Claudine s'est levée d'un bond. « Maman, s'il te plaît, on va changer, on te le promet. On va venir plus souvent, on va appeler, on va… » « Claudine, assieds-toi. » Elle s'est rassise, tremblante. « Je ne veux pas de vos promesses. J'en ai entendu trop. On viendra bientôt, maman. On t'appellera, maman. On pense à toi, maman. » J'ai secoué la tête. Les promesses ne nourrissent pas la solitude. Gérard a pris la parole, sa voix rauque. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, maman? Dis-nous, on fera ce qu'il faut. » Je me suis levée, je suis allée près de la fenêtre. Dehors, l'océan était gris et furieux. Les vagues se fracassaient contre les rochers avec une violence magnifique. « Ce que je veux que vous décidiez. » Je me suis retournée vers eux. « Cette maison est à moi maintenant. Vous pouvez venir me rendre visite, quand vous voulez, mais comme mes enfants, pas comme des créanciers, pas parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous voulez vraiment être là. » J'ai croisé les bras. Les 680 000 € de la vente, ils vont durer longtemps. Avec ma pension de 1 400 € par mois, je peux vivre confortablement ici pendant des années. Je n'ai besoin de rien. « Et nous ?» a demandé Didier d'une voix faible. « Vous êtes des adultes, vous avez des carrières, des familles, vous pouvez vous débrouiller, comme tout le monde. » Le silence était assourdissant. « Je ne vous abandonne pas. » J'ai ajouté plus doucement. « Mais je refuse de continuer à payer pour exister dans vos vies. » Martine s'est levée, s'est approchée de moi. « Maman, est-ce qu'on peut rester cette nuit, juste pour être avec toi ?» J'ai regardé ses yeux remplis de larmes, puis les 4 autres. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, nous avons dîné ensemble, tous les 6, comme avant, comme quand Henri était encore là et que cette maison résonnait de rires et de vie. J'avais préparé une soupe de poisson, une recette bretonne que Henri adorait, du pain frais acheté à la boulangerie du village, du beurre salé, du cidre, rien de sophistiqué, juste de la nourriture simple et réconfortante. Nous avons mangé en silence au début, un silence lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 3 ans. Puis, petit à petit, les mots ont commencé à venir. Claudine a parlé la première. « Je me souviens quand papa nous emmenait pêcher depuis les rochers. J'avais peut-être 8 ans. J'avais tellement peur de tomber. » Philippe a souri malgré lui. Et moi, je suis tombée. Papa a dû sauter pour me rattraper. Maman était hystérique. J'étais terrifiée, j'ai dit doucement. Henri aussi, même s'il ne le montrait jamais. Gérard a levé son verre de cidre. À papa.
Les autres ont suivi. À papa. Nous avons trinqué. Le son cristallin des verres qui s'entrechoquent. Un son que je n'avais pas entendu depuis trop longtemps. Après le dîner, nous sommes restés autour de la cheminée. Le feu brûlait bas. Didier a ajouté une bûche. Les flammes ont repris de la vigueur. « Maman, » a dit Martine d'une voix hésitante, « est-ce que tu nous détestes ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. « Non, je ne vous déteste pas. Je vous aime. Vous êtes mes enfants. » Mais j'étais déçue, blessée, invisible. « On ne voulait pas, » a commencé Didier. « Je sais. C'est ça le pire. Vous ne vouliez pas me faire de mal. Vous ne pensiez tout simplement pas à moi. » Les mots étaient durs, mais nécessaires. Gérard s'est redressé. « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Ces documents que tu nous as laissés, tous ces virements, j'avais aucune idée. Je savais que tu nous aidais, mais je n'avais jamais fait le calcul. 487 000 €. C'est énorme. Je ne l'ai jamais fait pour que vous vous sentiez redevable, j'ai dit. Je l'ai fait parce que vous êtes mes enfants, parce que je voulais vous aider. Mais quelque part, en cours de route, l'aide est devenue une habitude, et l'habitude est devenue une attente. Claudine essuyait ses larmes avec sa manche. On va tout rembourser, je te le jure, on va... Non, elle s'est arrêtée net. Je ne veux pas que vous remboursiez. Cet argent, c'était l'héritage de votre père. Il était pour vous. Je l'ai donné librement. Mais alors qu'est-ce que tu veux ? A demandé Philippe, frustré. J'ai regardé le feu. Je veux que vous compreniez la différence entre recevoir de l'argent et recevoir de l'amour. Le silence est retombé. Un silence différent. Plus doux. Plus tard dans la soirée, Claudine m'a aidé à faire la vaisselle. Ses mains tremblaient un peu en essuyant les assiettes. « Maman, » elle a murmuré, « quand tu es tombée dans les escaliers en mars dernier, pourquoi tu ne nous as pas appelés ?»« Je vous ai appelés. » Elle a arrêté de frotter l'assiette. « Quoi ?» ?»« J'ai appelé chacun de vous. Gérard était en réunion. Philippe ne répondait pas. Toi, tu m'as dit que tu me rappellerais, mais tu ne l'as jamais fait. Martine était occupée avec les enfants. Didier était, je ne sais même plus. Mon Dieu. C'est la voisine, Madame Perrin, qui m'a emmenée aux urgences. Une femme de 80 ans qui monte difficilement les escaliers. Elle a été plus présente que mes 5 enfants. Claudine a posé l'assiette. Elle s'est appuyée contre le comptoir et a pleuré. Vraiment pleuré. Pas des larmes polies, des sanglots profonds qui venaient du ventre. Je me suis approchée d'elle. J'ai posé ma main sur son épaule. « Claudine, regarde-moi. » Elle a levé ses yeux rouges vers moi. « Je ne te raconte pas ça pour te faire du mal. Je te le raconte pour que tu comprennes. Pour que ça ne se reproduise plus. » Jamais. Elle a hoqueté. « Je te jure, maman, plus jamais. » Je l'ai serrée dans mes bras. Ma fille, ma Claudine. Je sentais son corps trembler contre le mien. Je sais, ma chérie, je sais. Cette nuit-là, mes 5 enfants ont dormi dans leurs anciennes chambres. Les lits étaient faits, les draps propres, comme si je les avais toujours attendus. Parce que quelque part, je les avais toujours attendus. Je suis restée éveillée longtemps, assise près de la fenêtre de ma chambre, regardant l'océan sous la lune. Les vagues continuèrent leur danse éternelle. Le vent soufflait dans les pins. Henri, j'ai murmuré dans la nuit. Ils sont là, tous les 5. Est-ce que j'ai bien fait ? Bien sûr, il n'a pas répondu. Mais quelque part, dans le bruit du vent et des vagues, j'ai senti sa présence. Ce sentiment apaisant qu'il me donnait toujours quand j'avais des doutes. Oui, j'avais bien fait. Le lendemain matin, 11 janvier, je me suis réveillée tôt. Il devait être 6h30. La maison était silencieuse. J'ai fait du café, beaucoup de café, sachant que mes enfants en auraient besoin. Un par un, ils sont descendus. Philippe d'abord, les cheveux en bataille. Puis Martine. Puis Didier. Puis Gérard. Finalement, Claudine. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble autour de la table de la cuisine. Croissants, confiture, beurre, café, jus d'orange, des choses simples, des choses précieuses. « Maman, » a dit Gérard après un long silence, « on doit rentrer aujourd'hui.
le travail, les enfants. Mais est-ce qu'on peut revenir? Bientôt? J'ai souri. Vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est votre maison aussi. Non, il a secoué la tête. C'est ta maison, mais on aimerait être invité. Vous êtes toujours invité. Claudine a pris sa tasse à 2 mains. Et si on établissait un calendrier? Comme ça, on sait qui vient quand, pour qu'il y ait toujours quelqu'un, pour que tu ne sois jamais seule. J'ai regardé ma fille. Tu ferais ça? On ferait tous ça, a dit Martine fermement. Didier a hoché la tête. Je peux venir un week-end par mois, c'est pas si loin de Nice. Et moi de Toulouse, a ajouté Martine. Lyon, c'est facile, a dit Philippe. Gérard s'est levé. Je vais créer un calendrier partagé. On va s'organiser. Je les ai regardés, ces 5 adultes qui planifiaient sérieusement comment être présents dans ma vie. Mes enfants. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. Les jours suivants ont été étranges. Étranges dans le bon sens. Mes enfants sont rentrés chez eux le 11 janvier, mais quelque chose avait changé. Mon téléphone, que j'avais rallumé après leur départ, s'est mis à vibrer régulièrement. Des messages. De vrais messages. Pas juste « le virement est passé » ou « salut maman ». Non, de vrais messages. Claudine m'envoyait des photos de ses enfants. Lucas a eu 18 sur 20 en français. Il tient de sa grand-mère. Avec un cœur. Philippe m'appelait le soir. Juste pour prendre des nouvelles. Comment s'est passée ta journée? Martine m'a envoyé une recette. Tu te souviens de ce gâteau que papa adorait? J'ai retrouvé la recette. Je te l'envoie. Gérard m'a fait livrer des fleurs. Des lys blancs, mes préférés. Avec une carte, parce que tu mérites d'être célébré tous les jours, pas juste aux anniversaires qu'on oublie. Pardon, maman. Et Didier, mon petit Didier, est revenu 3 semaines plus tard, un samedi après-midi, sans prévenir. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers, quand j'ai entendu une voiture se garer. Je me suis redressée, intriguée. Didier est descendu de sa Renault bleue, les bras chargés de sacs de course. « Salut maman. »« Didier, qu'est-ce que tu fais là ?»« C'est mon week-end, selon le calendrier. » Il a souri. Ce sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Celui du petit garçon qui courait dans ce même jardin en chassant les papillons. « Tu es venu de Nice pour le week-end ?»« Oui, j'ai apporté de quoi faire une bouillabaisse. Papa m'avait appris. Tu t'en souviens ?» Mon cœur s'est serré. Je m'en souviens. Ce week-end-là, Didier et moi avons cuisiné ensemble. Nous avons parlé, vraiment parlé, de sa vie à Nice, de son travail comme architecte, de ses peurs, de ses regrets. « Maman, » il m'a dit le dimanche soir, alors qu'on buvait du thé près de la cheminée, « je suis désolé, pas juste pour le nouvel an, pour tout, pour les 3 dernières années. » Didier, « Non, laisse-moi finir. Quand papa est mort, j'ai fui. Je ne savais pas gérer la mort, la tristesse. Alors je me suis jetée dans le travail, dans ma nouvelle vie à Nice, et je t'ai laissé seule. Il avait les larmes aux yeux. Tu m'envoyais de l'argent chaque mois. Et au lieu de te remercier, au lieu de venir te voir, je considérais ça comme un dû, comme si c'était normal. Tu es mon fils, je voulais t'aider. Mais tu avais besoin d'aide aussi, et personne n'était là. Il a posé sa tasse. Je vais venir tous les mois, je te le promets, et pas juste pour le week-end, je vais vraiment être là. Je l'ai serré dans mes bras. C'est tout ce que je demande. Février est arrivé, puis mars. Le calendrier que Gérard avait créé fonctionnait. Chaque week-end, ou presque, un de mes enfants venait. Parfois 2. Une fois, ils sont tous venus en même temps pour mon anniversaire en mars. 72 ans. Ils ont apporté un gâteau, des cadeaux. Mais surtout, ils ont apporté leur présence. On a ri, on a pleuré. On a parlé de Henri. On a partagé des souvenirs. Claudine a raconté l'histoire du jour où Henri l'avait emmenée pêcher et où elle avait attrapé un crabe qui lui avait pincé le doigt. Philippe a parlé de la fois où Henri lui avait appris à faire du vélo ici même, dans ce jardin. Martine s'est souvenue des chansons que Henri inventait pour les endormir. Gérard a partagé quelque chose que je ne savais pas. Papa m'a écrit une lettre. Juste avant de mourir,
Je ne l'ai jamais lu, je ne pouvais pas. Et maintenant? J'ai demandé doucement. Maintenant, je pense que je suis prêt. Il l'a sortie de sa poche. Une enveloppe jaunie. Il l'a ouverte lentement. Sa voix tremblait en lisant à voix haute. Mon cher Gérard, si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Je sais que ça va être difficile pour toi. Tu es l'aîné. Tu as toujours senti que tu devais être fort pour les autres. Mais n'oublie jamais ta mère. Elle paraît forte, indestructible même. Mais elle a besoin de vous, plus que tu ne le crois. Prends soin d'elle. Pas avec de l'argent, pas avec des cadeaux, avec ta présence. C'est tout ce qu'elle veut vraiment. Je t'aime. Et mon fils. Papa. Le silence qui a suivi était chargé d'émotions. Gérard pleurait sans retenue. Claudine aussi. Tous mes enfants pleuraient. Et moi aussi. Il savait, a murmuré Gérard. Il savait qu'on te négligerait. Non, j'ai dit doucement. Il espérait que vous ne le feriez pas, mais il se préparait au cas où. Didier s'est levé brusquement. On ne te négligera plus jamais, maman. Jamais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment cru que c'était possible. Les mois ont passé. Avril, mai, juin. Ma vie en Bretagne était devenue une routine apaisante. Je me levais tôt. Je marchais sur la plage. Je lisais, j'écrivais. J'avais même commencé à donner des cours de français à quelques enfants du village. Ma maison s'était remplie de vie. Les week-ends avec mes enfants. Les petits-enfants qui courèrent dans le jardin. Les dîners, les rires. Mais il y avait quelque chose que je ne leur avais pas encore dit. Quelque chose d'important. Le secret d'Henri. Un soir de juin, alors que le soleil se couchait sur l'océan, j'ai décidé qu'il était temps. Temps de leur révéler la dernière pièce du puzzle. Celle qu'Henri m'avait confiée dans ces derniers jours. J'ai envoyé un message dans le groupe familial que Gérard avait créé. Mes enfants, j'ai besoin que vous veniez tous le 15 juillet, tous les 5. C'est important. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que votre père voulait que vous sachiez. Les réponses ont fusé. On sera là, maman. Qu'est-ce que c'est? Papa. On arrive. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certaines choses doivent être dites en personne, face à face, avec de l'amour. Le 15 juillet 2026 est arrivé. Un dimanche ensoleillé, rare en Bretagne. L'océan était calme, presque lisse comme un miroir. Le ciel d'un bleu profond. Les mouettes planaient au-dessus des falaises en poussant leurs cris caractéristiques. J'avais préparé un déjeuner spécial. La table était dressée dans le jardin, sous le vieux chêne que Henri avait planté quand Gérard était né. Nappe blanche, assiette en porcelaine, verres en cristal, des fleurs du jardin dans un vase au centre. Mes 5 enfants sont arrivés dans l'après-midi. Certains avec leurs conjoints, d'autres avec les petits-enfants. Il y avait de l'animation, des rires, du bruit. Le genre de bruit que j'avais appris à aimer à nouveau. Après le déjeuner, j'ai demandé à tout le monde de s'installer. Les conjoints ont emmené les enfants à la plage. Il ne restait que nous 6, comme au mois de janvier. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, plus détendue, plus vraie. « Maman, » a dit Claudine avec un sourire nerveux, « tu nous fais peur avec ton message mystérieux. » « Ce n'est pas pour vous faire peur, » j'ai répondu calmement. « C'est pour vous dire la vérité, toute la vérité. » Je me suis levée. Je suis allée dans la maison. J'ai ouvert le tiroir du bureau d'Henri, celui qu'il avait ramené de Lyon quand nous avions hérité de cette maison. Au fond, cachée sous de vieux documents, il y avait une enveloppe scellée, épaisse, lourde. Je suis revenue dans le jardin. Je me suis assise. J'ai posé l'enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Philippe. « C'est la dernière volonté de votre père, celle qu'il m'a confiée 3 jours avant sa mort. » Le silence s'est installé, lourd, tendu. Henri savait qu'il allait mourir. On le savait tous les deux. Alors, on a eu des conversations difficiles. Sur vous, sur moi, sur l'avenir. J'ai touché l'enveloppe du bout des doigts. Il m'a fait promettre quelque chose. Une promesse que j'ai tenue. Même si ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite.
Gérard se pencha en avant. Quelle promesse? J'ai pris une grande inspiration. Votre père m'a dit « André, si nos enfants t'oublient, s'ils te traitent comme un distributeur automatique, s'ils ne voient en toi qu'une source d'argent, promets-moi que tu vas te défendre. Promets-moi que tu vas leur montrer ta valeur. Promets-moi que tu ne vas pas disparaître en silence. » Mes mains tremblaient légèrement. Il m'a donné cette enveloppe, et il m'a dit de ne l'ouvrir que si j'en avais vraiment besoin, que si vous me négligiez, si vous m'oubliez, je devais l'utiliser. L'utiliser pourquoi? A demandé Martine, la voix serrée. Pour vous tester. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Le nouvel an, j'ai continué lentement, ce n'était pas un accident. Claudine a écarquillé les yeux. Quoi? Je vous ai tous prévenus pour le dîner chez Claudine, tous les 5, séparément, en novembre, 2 mois avant. Philippe a secoué la tête, incrédule. Non, non, tu ne... Si, je vous ai envoyé un message à chacun. Le nouvel an approche. Claudine organise un dîner à Bordeaux. Elle aimerait que vous veniez tous. Confirmez-moi votre présence. J'ai marqué une pause. Aucun de vous n'a confirmé. Aucun de vous n'a répondu. Vous avez juste ignoré le message. Didier était pâle. Maman, le 30 décembre, j'ai envoyé un dernier message. Alors, vous venez demain chez Claudine? Je veux savoir si je dois venir aussi. Ma voix tremblait maintenant. Gérard, tu as répondu « Oui, on y va ». Philippe. Sûrement. Martine. Je pense oui. Didier. Ouais. Claudine, tu as juste envoyé un emoji pouce levé. Ils étaient tous figés. Personne n'a dit « Oui, maman, viens avec nous ». Personne n'a dit « Bien sûr que tu es invité ». Vous avez juste confirmé que vous y alliez. Vous, pas moi. Les larmes coulaient sur les joues de Claudine. Alors, le 31 décembre, je suis restée chez moi, seule, pour voir si l'un de vous remarquerait mon absence, si l'un de vous m'appellerait. Mon Dieu, a murmuré Gérard. Personne n'a appelé. Pendant tout le réveillon, toute la soirée, vous étiez tous ensemble, et pas un seul d'entre vous n'a pensé « Tiens, où est maman ?» Je les regardais un par un. C'est là que j'ai su. J'ai su que Henri avait raison, que j'étais devenue invisible. Martine sanglotait ouvertement. « Maman, on est des monstres. » « Non, » j'ai dit fermement. « Vous n'êtes pas des monstres. Vous êtes des humains occupés, égocentriques parfois, comme nous le sommes tous. Mais vous aviez besoin d'un choc, d'un réveil brutal. » J'ai ouvert l'enveloppe d'Henri. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents. Je les ai étalés sur la table. Le premier était une lettre manuscrite d'Henri, adressée à moi. « Lis-la, maman, » a dit Philippe d'une voix rauque. « S'il te plaît. » J'ai pris la lettre. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à la tenir. « Ma chère André, si tu lis cette lettre, c'est que je suis partie. Et c'est que nos enfants ont échoué le test. Je suis désolée, mon amour. Désolée de te laisser seule. Désolée de ne pas pouvoir te protéger. Mais je te connais. Tu es forte. Trop forte parfois. Tu vas te sacrifier pour eux jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Alors voici ce que j'ai fait. J'ai créé un compte bancaire séparé. Un compte dont personne ne sait l'existence. Pas même toi, jusqu'à maintenant. Dans ce compte, j'ai mis 100 000 €. De mon héritage personnel, de mes économies. Cet argent est pour toi. Uniquement pour toi. Pour que tu puisses vivre, voyager, te faire plaisir, exister. Ma voix se brisait. Utilise cet argent pour être heureuse, André, pour être égoïste pour une fois dans ta vie. Et si nos enfants reviennent, s'ils comprennent leur erreur, s'ils changent vraiment, alors peut-être que tu pourras leur pardonner. Mais ne leur pardonne pas trop vite. Ne leur rends pas les choses faciles. Fais-leur comprendre ta valeur, parce que tu vaux tout l'or du monde, mon amour. Je t'aime, pour toujours. Henri. Le silence qui a suivi était absolu. On entendait juste les vagues au loin, le vent dans les arbres, les mouettes. Mes 5 enfants pleuraient. J'ai replié la lettre d'Henri avec soin.
Mes mains tremblaient encore, mais mon cœur était étrangement calme. J'ai regardé mes enfants, tous les 5 effondrés. Gérard avait la tête entre les mains. Claudine ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Philippe fixait la table, le visage fermé, mais les yeux rouges. Martine se mordait la lèvre si fort qu'elle saignait presque. Didier, mon petit Didier, regardait l'océan comme s'il cherchait des réponses dans les vagues. « Il y a autre chose dans l'enveloppe », j'ai dit doucement. J'ai sorti un deuxième document, une feuille dactylographiée, un contrat bancaire. Je l'ai posé au centre de la table. Votre père a ouvert ce compte en janvier 2023, 2 mois avant sa mort. Il y a déposé 100 000 €. Mais il a mis une condition. Quelle condition ? A demandé Gérard, la voix rauque. Je ne pouvais accéder à cet argent que si... J'ai marqué une pause. Si je coupais toutes les aides financières que je vous donnais, pendant au moins 6 mois, pour voir si vous reviendriez, si vous m'aimeriez encore sans l'argent. Le choc sur leur visage était palpable. Papa a tout planifié ? Martine pouvait à peine parler. Oui, Henri vous connaissait bien, il vous aimait profondément, mais il savait aussi que vous preniez notre amour pour acquis. Il voulait vous donner une chance de changer. J'ai ouvert le document bancaire. Quand j'ai annulé les virements en janvier, j'ai rempli les conditions. Le compte s'est débloqué automatiquement. C'est avec cet argent que j'ai rénové cette maison, que j'ai pu vivre ces 6 derniers mois sans toucher aux 680 000 € de la vente de l'appartement. Philippe s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Donc tout ça, depuis le début, c'était un plan ? Non, j'ai secoué la tête. C'était un test, une chance. Henri vous donnait une chance de nous prouver, à lui et à moi, que vous étiez capable de nous aimer sans condition. Et on a échoué, a dit Gérard amèrement. On a complètement échoué. Au début, oui. Je me suis levée à mon tour. Je suis allée me placer près de la balustrade qui surplombait l'océan. Le vent faisait voler mes cheveux blancs. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Vous êtes revenu. Pas pour l'argent cette fois. Pour moi. Je me suis retournée vers eux. Didier vient chaque mois. Claudine m'appelle 3 fois par semaine. Philippe a pris un jour de congé pour m'emmener chez le médecin en avril. Martine m'a envoyé des recettes, des photos, des souvenirs. Gérard a organisé tout le monde avec ce calendrier. Ma voix s'est radoucie. Vous avez échoué le premier test, mais vous avez réussi le second, celui de revenir, de changer. Claudine s'est levée en titubant presque. Elle s'est approchée de moi. « Maman, est-ce que tu peux nous pardonner ?» J'ai touché son visage mouillé de larmes. « Je vous ai déjà pardonné, ma chérie. Le jour où vous êtes revenue ici, en janvier, avec vos yeux remplis de regrets. Je vous ai pardonné. » Elle s'est effondrée dans mes bras, puis Martine nous a rejointes, puis Didier, puis Philippe, puis Gérard. Nous étions tous les 6, enlacés, pleurant ensemble sous le vieux chêne que Henri avait planté 45 ans plus tôt. « Votre père serait fier de vous, » j'ai murmuré, « parce que vous avez compris. Vous avez changé. » Nous sommes restés comme ça longtemps. Le temps s'était arrêté. Il n'y avait plus que nous, une famille, brisée mais en train de se réparer. Quand nous nous sommes finalement séparés, Gérard a essuyé ses yeux. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire, que nous devons tous te dire. » Il a regardé ses frères et sœurs. Ils ont tous hoché la tête. On a pris une décision, tous les 5, il y a 2 semaines. Quelle décision ? Claudine a pris le relais. On a mis en commun nos économies. Chacun de nous a contribué selon ses moyens. On ne peut pas te rembourser les 2 millions, a continué Philippe. Pas maintenant, peut-être jamais complètement. Mais on peut faire quelque chose, a ajouté Martine. Didier a sorti une enveloppe de sa poche. Une enveloppe bleue avec le logo d'une agence de voyage. On t'a acheté un voyage. 1 mois en Italie. Les endroits dont tu rêvais avec papa. Rome, Florence, Venise. La côte amalfitaine. Je les regardais, incrédule. Vous avez... quoi ? Papa voulait t'y emmener, a dit Gérard doucement, pour vos 50 ans de mariage. Mais il est mort avant.
Tu nous l'as raconté une fois, tu t'en souviens? Je m'en souvenais. Henri et moi avions prévu ce voyage. Nous avions même commencé à réserver. Puis le diagnostic était tombé. Cancer du pancréas, stade 4. 6 mois à vivre. Le voyage n'avait jamais eu lieu. On ne peut pas te rendre papa, a dit Claudine, sa voix tremblante. Mais on peut t'offrir ce voyage, en son honneur. Et tu ne partiras pas seul, a ajouté Martine. Chacun de nous viendra avec toi pour une semaine, tour à tour, pour que tu aies toujours de la compagnie, pour que tu ne sois jamais seul. Les larmes coulèrent sur mes joues maintenant, des larmes de joie, de soulagement, d'amour. Mes enfants, s'il te plaît, accepte, a supplié Didier. Laisse-nous faire ça pour toi. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des billets d'avion, des réservations d'hôtel, un itinéraire complet. Septembre 2026, un mois entier. C'est trop... Non, a dit Gérard fermement. Ce n'est jamais trop pour toi. On a mis 3 ans à le comprendre. Mais maintenant, on le sait. Je les ai regardés. Mes 5 enfants, ces êtres humains imparfaits que j'avais mis au monde, que j'avais élevés, qui m'avaient brisé le cœur et qui maintenant essayaient de le réparer. D'accord, j'ai murmuré. J'accepte. Les cris de joie ont explosé. Mes petits-enfants, qui étaient revenus de la plage, ont couru vers nous en demandant ce qui se passait. Les conjoints souriaient. C'était le chaos. Le beau chaos d'une famille vivante. Ce soir-là, nous avons fait un grand feu sur la plage, tous ensemble, les adultes, les enfants, tout le monde. On a grillé des marshmallows, chanté de vieilles chansons françaises que Henri adorait, raconté des histoires. Et j'ai regardé mes enfants jouer avec leurs propres enfants dans le sable. J'ai vu Gérard porter son fils sur ses épaules, Claudine courir après sa fille, Philippe construire un château de sable avec ses jumeaux, Martine apprendre à son plus jeune à chercher des coquillages. Didier racontait des histoires aux petits réunis autour de lui. Henri, j'ai murmuré en regardant les étoiles. Tu avais raison. Ils ont juste eu besoin d'un rappel. Un rappel qu'ils ont une mère. Une mère qui les aime, mais qui mérite aussi d'être aimée. Le feu crépitait. Les vagues chantaient. Ma famille riait. Septembre 2026 est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Les mois d'été avaient été remplis de préparatifs, de visites de mes enfants et surtout de moments de paix que je n'avais plus connus depuis des années. Ma maison en Bretagne était devenue un véritable foyer. Non plus un refuge solitaire, mais un lieu de rassemblement. Le 5 septembre, j'ai pris l'avion pour Rome. Gérard m'accompagnait pour la première semaine. Nous avons marché dans les rues pavées, visité le Colisée, jeté des pièces dans la fontaine de Trévi, mangé des pâtes carbonara dans de petites trattorias où les serveurs nous appelaient Mama et Ofiglio. Un soir, assis sur les marches de la Piazza di Spagna, Gérard m'a pris la main. « Maman, je veux que tu saches quelque chose. » « Quoi donc ?» J'ai commencé une thérapie. En avril. Je me suis tournée vers lui, surprise. « Une thérapie ?» Oui, parce que je me suis rendu compte que je reproduisais avec mes propres enfants ce que j'avais fait avec toi. J'étais absent, toujours occupé, toujours ailleurs. Sa voix tremblait. Je ne veux pas que mes fils grandissent en pensant que leur père ne les voit pas, comme j'ai arrêté de te voir. J'ai serré sa main. Gérard, le fait que tu en prennes conscience, c'est déjà énorme. C'est grâce à toi, à ce que tu as fait. Tu nous as forcés à nous regarder dans le miroir, et ce qu'on a vu n'était pas beau. Il a essuyé une larme. Mais on change. Je change. Grâce à toi. La deuxième semaine, Claudine m'a rejointe à Florence. Nous avons admiré le David de Michel-Ange, traversé le Ponte Vecchio, visité les jardins de Boboli. Une après-midi, alors qu'on prenait un café sur la Piazza della Signoria, elle m'a confié quelque chose. « Maman, j'ai quitté mon travail. J'ai failli recracher mon espresso. » Quoi ? J'étais directrice marketing dans une grande entreprise. Ça payait bien, très bien. Mais je travaillais 70 heures par semaine. Je ne voyais jamais mes enfants.
Je ne voyais jamais personne. Elle a regardé les pigeons picorer des miettes sur le sol. Après ce qui s'est passé en janvier, j'ai réalisé que j'étais en train de sacrifier ma vie pour un salaire. Comme je t'avais sacrifié pour... Pourquoi, au fait? Pour mon confort. Claudine. Non, laisse-moi finir. J'ai trouvé un nouveau poste, moins payé, mais avec des horaires normaux. Je rentre chez moi à 17h. Je dîne avec mes enfants. Je les aide à faire leurs devoirs. Je vis. Elle m'a regardé dans les yeux. Tu m'as appris ça, maman, que la vie ne se mesure pas en euros, mais en moments. Philippe m'a rejointe à Venise. Nous avons fait une promenade en gondole, visité la basilique Saint-Marc. Nous sommes perdus dans les ruelles étroites en riant comme des enfants. Un soir, sur le pont du Rialto, il m'a dit « J'ai remboursé toutes mes dettes. Philippe, c'est merveilleux. C'est grâce à toi. Enfin, pas directement. Mais quand tu as coupé les virements, j'ai été forcé de vraiment regarder mes finances, de faire des choix difficiles. » Il a contemplé le Grand Canal. Pendant des années, je vivais au-dessus de mes moyens parce que je savais que tu serais là pour rattraper mes erreurs. C'était facile. Trop facile. Et maintenant ? Maintenant, je suis responsable. Enfin, à 40 ans. Mieux vaut tard que jamais, non ? J'ai ri. Définitivement. Martine m'a accompagné sur la côte amalfitaine. Nous avons regardé le coucher de soleil depuis Positano, goûté des citrons plus gros que nos poings à Sorrente, visité les ruines de Pompéi. Sur une terrasse surplombant la mer, elle m'a avoué « Mon mari a retrouvé du travail. Un bon travail. Mais tu sais ce qu'on a décidé ? Non, quoi. On va mettre de l'argent de côté. Pas pour nous, pour toi, au cas où tu en aurais besoin. » Martine, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Pendant 3 ans, tu as été notre filet de sécurité. Maintenant, on veut être le tien. Ses yeux brillaient de détermination. Plus jamais tu ne seras seule, maman. Plus jamais. Enfin, Didier m'a rejointe pour la dernière semaine. Retour à Rome. Nous avons visité les endroits que j'avais manqués. Le Vatican, la Villa Borghese, les catacombes. Le dernier soir, assis dans un restaurant près du Trastevere, il m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre. À l'intérieur, il y avait des clés et un document. J'ai acheté un appartement, à Quimper, à 20 minutes de ta maison. J'étais sans voix. Je déménage de Nice. J'ai trouvé un poste d'architecte en Bretagne. Je veux être proche de toi, maman. Pour de vrai, pas juste les week-ends. Les larmes me montaient aux yeux. Didier, papa m'a appris à dessiner des maisons. Toi, tu m'as appris ce qui fait un foyer. Et un foyer, c'est là où est la famille. Il a souri. Alors je rentre à la maison. Le vol retour vers la France le 5 octobre était doux amer. J'avais vécu 1 mois de rêve. Les endroits que Henri et moi avions voulu voir ensemble. Et je les avais vus avec nos enfants. Nos 5 magnifiques enfants qui avaient grandi, qui avaient appris, qui avaient changé. Quand l'avion a atterri à Brest, ils étaient tous là. Les 5. Avec une immense banderole. « Bienvenue à la maison, maman ». Je suis sortie de l'aéroport et ils m'ont tous serré dans leurs bras, un par un, puis tous ensemble. On t'aime, maman. On t'aime tellement. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. Merci de nous avoir appris. Merci d'être toi. Ce soir-là, de retour dans ma maison en Bretagne, alors que l'océan chantait sa berceuse éternelle, je me suis assise à mon bureau. J'ai sorti du papier et un stylo, et j'ai écrit une lettre, une dernière lettre. Mon cher Henri, tu avais raison, comme toujours. Nos enfants ont eu besoin d'une leçon difficile, mais nécessaire. Ils l'ont apprise. Le test que tu as créé, ils l'ont finalement réussi. Pas du premier coup, mais ils l'ont réussi. J'ai utilisé ton cadeau. Les 100 000 €, pour cette maison, pour ma liberté, pour me prouver que je pouvais exister sans être un distributeur. Et maintenant, ils m'aiment. Vraiment, pas pour l'argent, mais pour moi. Tu me manques, mon amour, chaque jour, chaque instant. Mais je vis, comme tu me l'as demandé. Je vis pleinement, entourée de nos enfants qui ont enfin compris. Merci Henri. Merci pour ton dernier cadeau, ton dernier test. Grâce à toi,
J'ai retrouvé ma famille. Et grâce à toi, j'ai retrouvé moi-même. Je t'aime. Pour toujours. André. J'ai plié la lettre. Je suis sortie dans le jardin. La nuit était claire. Les étoiles brillaient. J'ai allumé une petite bougie et j'ai brûlé la lettre, regardant les cendres s'envoler dans le vent nocturne, vers Henri, vers l'éternité, vers l'amour qui ne meurt jamais. Et j'ai souri, parce que j'étais enfin en paix.